Laurence Harribey, on va commencer, je le rappelle, vous êtes sénatrice socialiste de Gironde et on va commencer en regardant ensemble les unes de la presse régionale. On commence par la une de la Dépêche. Trafic de drogue, des saisies records alors que le vote de la loi narcotrafic a été reporté à la semaine prochaine à l'Assemblée. Les douanes font le bilan d'une année 2024 marquée par une hausse de saisies de stupéfiants. La deuxième une, c'est celle du populaire du centre école Ozanam à Limoges. Les premiers témoignages d'anciens élèves de cette école, tenus jadis par les prêtres de Bétarame, dénoncent des faits à caractère sexuel. Et puis la dernière une, c'est celle du Berry républicain, endométriose, sournoise maladie. Une femme sur 10 est atteinte d'endométriose, une maladie encore peu connue qui peut être très douloureuse et empiète sur le quotidien. Témoignage à lire dans le journal. Quelle une avez-vous envie de commenter ? Alors, les trois sont assez importantes et ma sensibilité féminine est particulièrement touchée par les deux dernières, mais je pense que je vais choisir celle de la Dépêche, du fait de l'actualité et de l'enjeu pour la France. Car je pense que le travail qui a été fait au Sénat est assez remarquable, puisqu'on a voté quand même une PPL qui est d'abord le fait de deux auteurs qui sont de deux formations différentes, qui est le résultat d'une commission d'enquête de plus de 6 mois. Et je trouve que nous avons fait un travail sérieux, crédible, et que nous avons compris les enjeux. Et j'espère que cette loi ne sera pas dénaturée à l'Assemblée nationale. Parce que les échos que nous avons des élus locaux, et c'est quand même le propre des sénateurs d'être à l'écoute des élus locaux, mais il n'y a pas un maire qui ne nous parle pas de cette problématique des trafics de drogue, de la question des mineurs, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, avec l'ubérisation du trafic qui touche en particulier les très jeunes. Et pourtant, les débats ils sont compliqués à l'Assemblée. Le vote a été repoussé d'une semaine, les débats durent, il y a des divisions, notamment au sein du socle commun. C'est beaucoup le RN, du coup, qui vote les dispositions chères à Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Vous comprenez que sur un tel sujet, il y ait de telles divisions ? Alors, bien sûr, on le comprend parce que derrière ce dossier, il y a la question des libertés publiques, il y a la question des droits de la défense. Mais en même temps, il y a un enjeu qui est fondamental aujourd'hui et qu'on est à la limite de perdre le contrôle sur les trafics de drogue. Donc, il y a un moment donné, le rôle des parlementaires, c'est aussi d'être responsable. Et l'action politique, c'est pas simplement des incantations. Et je pense que la différence entre l'analyse, l'examen à l'Assemblée nationale aujourd'hui par rapport à ce que nous on a fait, c'est qu'il y a un long processus. Et ça, c'est quelque chose moi je le ressens de plus en plus. C'est-à-dire aller au fond des dossiers et ne pas rester sur la tentative d'une réponse à une opinion publique. Et quelquefois, on est trop superficiel. Et je pense que le travail qu'ont fait Étienne Blanc et Jérôme Durain montre à quel point on peut travailler sur le fond. Ils ont eu un nombre considérable d'auditions avec la commission d'enquête. Et le travail que nous avons, nous aussi, on a bataillé. Je veux dire qu'on n'était pas tous d'accord au départ sur un certain nombre de points un petit peu difficiles, comme le dossier coffre. Mais il y a un moment donné, il faut savoir quels moyens on se donne. Et je pense que quand on va dans la profondeur des sujets, bien, on voit où sont les véritables enjeux et on prend ses responsabilités. En tout cas, moi, je les ai pris en votant le texte du Sénat. On va parler de l'Ukraine. On a vu dans le journal Emmanuel Macron qui a reçu hier Volodymyr Zelensky à l'Élysée avant un grand sommet aujourd'hui des alliés de l'Ukraine. Et hier, il affirme que la Russie, loin de prouver qu'elle veut la paix, montre sa volonté de guerre. Vous êtes d'accord avec ce que dit le chef de l'État ? Relativement, oui. Parce que je pense en effet que là, il y a une espèce de surenchère. Poutine a dit qu'il voulait la paix, mais qu'il fallait des conditions. Donc une fois, c'est telle condition. Après, on a une surenchère de conditions. Je trouve que je ne suis pas du tout sûr qu'il veuille la paix. Et en tout cas, je suis sûr qu'il ne veut pas revenir en arrière sur la conquête d'un certain nombre de territoires et sur les atteintes au territoire ukrainien. Donc il faut à la fois beaucoup de fermeté, mais en même temps beaucoup de diplomatie. C'est pas évident et c'est pas un sommet qui va résoudre le problème, mais c'est une multitude de petites avancées qui peut faire avancer les choses. En tout cas, je pense que c'est très important que l'Europe marque sa solidarité avec l'Ukraine, avec Zelensky. Et je pense que là aussi, on a eu des moments très forts au Sénat. Lorsque Zelensky avait été reçu au Sénat, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué. Et je trouve que le président Zelensky disait dans ses interventions, défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Europe.
Et ça, j'en suis fermement convaincue. Vous saluez le volontarisme d'Emmanuel Macron dans ce dossier ukrainien. C'est encore lui qui réunit aujourd'hui à Paris les alliés de l'Ukraine. Je pense que oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'initiative de ce cercle vertueux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours très efficace, hein, parce qu'on est quelquefois dans l'incantatoire. Mais ce que je pense, c'est que sur ce sujet-là, en tout cas, il fallait le faire. Emmanuel Macron qui a annoncé que la France allait accorder 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien militaire à l'Ukraine, c'est une bonne décision ? C'est une bonne décision et puis je pense qu'il faut qu'elle soit accompagnée. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement 2 milliards comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement, les Français sont en train de prendre conscience aussi que peut-être il faut contribuer un peu plus à la défense de notre pays parce qu'on sort quand même d'une période où on pensait la guerre pas possible. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas être sans arrêt en alerte, mais je pense qu'il faut aborder la question de manière sérieuse et il faut qu'on se donne les moyens. Et nous, notamment, on a un certain nombre de propositions. On a déposé notamment une proposition de loi sur la création d'un livret d'épargne défense qui est un peu différent de la proposition qui est faite par le gouvernement et qui nous semble importante parce qu'en fait, c'est quelque chose de très populaire et à la portée de tous. C'est l'idée, on a un plan d'épargne logement pour contribuer au logement ou les plans d'épargne qui servent à ça. Et je trouve que d'avoir un plan spécifique et un livret d'épargne spécifique pour la défense où tout le monde peut mettre un peu quelque chose, c'est une manière de faire prendre conscience à l'ensemble de la population et de permettre à chacun de contribuer à cet effort. Donc vous continuerez à porter la création de ce livret d'épargne spécifique malgré effectivement la proposition du gouvernement un petit peu différente. Oui, parce que c'est pas contradictoire et parce que l'entrée pour la proposition du gouvernement c'est 500 €, que tout le monde ne peut pas mettre 500 €. Donc alors que sur un livret d'épargne populaire on peut mettre 50 € sans problème. Et je crois que dans cet enjeu-là, il faut emmener tout le monde. Je voudrais vous montrer le tweet, la réaction de Marine Le Pen à ces 2 milliards annoncés hier par le chef de l'État. Elle a réagi via un tweet. Dette de la France ce soir, 3 300 milliards d'euros plus 2. Comment vous réagissez à ce tweet ? Bon, c'est dans le ton de Marine Le Pen et du RN qui sont très gênés aux entournures hein, parce qu'ils ont été très proches de la Russie, ils se sont fait aider par la Russie tout en disant que c'était un pays très démocratique. Donc bon, je veux dire que ça veut bien dire ce que ça veut dire et c'est à son image. Je pense qu'elle est pas claire là-dessus et elle est très gênée aux entournures parce qu'elle sent bien qu'il y a des enjeux, qu'il y a eu des erreurs de positionnement. Et aujourd'hui, on essaye de naviguer, mais c'est assez nauséabond. Comment on finance cet effort de dépenses, outre le livret A, le livret de défense que vous prenez? Hier, Sophie Primas, elle a dit sur notre plateau que le budget 2026 allait être un cauchemar. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, parce que je pense que c'est le résultat d'un certain nombre d'années non contrôlées. Mais en même temps, je pense que c'est aussi l'occasion de se poser les bonnes questions. Et je ne suis pas sûre que le gouvernement prenne les choses par le bon bout. C'est-à-dire que la réaction dans ces cas-là, c'est de taper dans les dépenses sociales, c'est de taper dans les dépenses culturelles, c'est de mettre en difficulté les collectivités locales. Alors que je pense que dans le fonctionnement de l'État, il y a des solutions. Et puis, ce qui me semble aussi important, c'est qu'il faut différencier ce qui est déficit conjoncturel et puis déficit structurel. Et qu'il ne faudrait pas que, sous prétexte de cure, on oublie les investissements, parce que les investissements, c'est quand même l'avenir et c'est quand même les recettes de demain. Un mot sur un autre sujet, quoique c'est lié, on l'a vu là aussi dans le journal, Donald Trump qui a annoncé cette nuit une augmentation de 25% supplémentaire des droits de douane sur l'automobile. Vous venez d'un département très viticole. Est-ce que les viticulteurs de Gironde, le secteur viticole, est inquiet par la politique menée en ce moment par Donald Trump? Inquiet, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quelque chose qui est catastrophique pour le secteur agricole, qui en plus, le secteur viticole en particulier, qui en plus est dans une situation extrêmement difficile. Moi, je suis en partie
particulier dans le sud Gironde, et tout le secteur de l'entre-deux-mers, du sud Gironde, ou même du nord Gironde, avec des propriétés qui sont un petit peu dans les moyens de gamme, eh bien, c'est une crise très profonde. Et on a non seulement une crise économique, mais c'est une crise sociale. On a des drames au niveau des viticulteurs en Gironde, et cette sanction, c'est une sanction qui ajoute à la crise. Après, c'est aussi, et nous on le dit, en particulier avec mon collègue Hervé Gillet qui suit ces questions-là pour nous au Sénat, c'est une crise qui remonte loin. C'est pas simplement les droits de douane aux États-Unis. Derrière la crise commerciale, il y a une crise structurelle, il y a une crise en termes de plantation, en termes d'organisation de la filière, la relation entre les négociants et les producteurs. Donc voilà, mais c'est catastrophique pour nous, oui. On va passer à l'actualité du Sénat. Et le Sénat qui a donc adopté hier le texte de Gabriel Attal qui vise à durcir la justice des mineurs, comparution immédiate, restriction de l'excuse de minorité. Le Sénat est revenu au texte initial, même un peu durci. On voit ça avec Marion Delpech. Bonjour Marion. Bonjour Oriane, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Et Marion, le Sénat a donc adopté hier la loi de Gabriel Attal pour durcir cette justice des mineurs. Oui, à 227 votes contre 113, le Sénat a adopté hier en première lecture cette proposition de loi. Diverses dispositions ont été votées pour responsabiliser les parents de mineurs délinquants, comme une amende civile s'ils ne répondaient pas aux convocations aux audiences. Avec le soutien du gouvernement, la Chambre haute a aussi approuvé un dispositif de comparution immédiate en justice dès 15 ans, un mécanisme pour déroger à l'excuse de minorité. Écoutez à ce propos le rapporteur de loi LR, Francis Szpiner, qui n'a pas caché son scepticisme devant les sénateurs sur la portée de cette mesure. Le mineur de plus de 16 ans, vous allez inverser l'atténuation de responsabilité. Mais vous le faites lorsqu'il est en état de récidive légale, d'un crime ou d'un délit. Je pense qu'il y aura très peu de cas. Mais comme j'ai compris qu'il y avait une volonté d'affichage, plutôt que de passer pour un affreux hostile à toute répression, je donne un avis de sagesse. Vent debout, depuis le début de l'examen, la gauche, par la voix de la sénatrice Laurence Rossignol, a dénoncé la dimension essentiellement politique de ce texte. Sur l'excuse de minorité, elle a notamment cité le cas du meurtrier de Philippines, régulièrement mis en avant par l'opposition pour illustrer la récidive criminelle. Écoutez. Hier, la présidente Vérien a évoqué l'assassin de Philippines, qui avait été condamné à 7 ans, mineur, pour un viol commis antérieurement, en disant que si l'excuse de minorité avait été levée, il aurait été condamné davantage. Probablement à 9 ans, qui est la moyenne des condamnations pour viol. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? En quoi l'excuse de minorité a à voir avec cette affaire? Rien. C'est pas 7 ans ou 9 ans qui changeait le fait que ce garçon, en sortant d'incarcération, était toujours incapable d'avoir pris conscience de son premier acte et de ne pas récidiver. Laurence Harribey, en séance hier, vous avez souligné le désaccord de l'ensemble des personnels de la justice sur ce texte avant de dénoncer un anti-parlementarisme. Pourquoi ? Je trouve que le rapporteur dit tout dans l'extrait que vous avez choisi. Et le rapporteur, il a fait un travail extrêmement sérieux. Il a eu un nombre d'auditions considérables. Nous avons mené ce travail aussi en parallèle. Et en fait, on se rend compte que l'unanimité des professions de justice était très dubitative sur ce texte et même en colère sur ce texte, parce que c'est une manière de ne pas voir ce qui se passe dans la justice des mineurs et de ne pas tenir compte de la réforme que nous avons eue du code pénal de la jeunesse, enfin des jeunes mineurs, et qui est mis en place uniquement depuis 2021. Donc
donc on est en 2025 et c'est fin 2021. Donc tout ça aurait mérité quand même une évaluation. Et moi, ce que j'ai dit, c'est qu'en effet, comme le dit le rapporteur, c'est une loi d'affichage, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de légiférer dans l'émotion. Et je pense que c'est jamais très bon de légiférer dans l'émotion. On est tous d'accord, bien entendu, pour dire que la violence des jeunes est quelque chose de grave. En même temps, quand on regarde les chiffres, il y a moins de délinquance qu'il y a 10 ans, mais par contre, elle commence plus jeune et elle est plus grave. Donc ça, c'est important et ça doit nous interroger. Mais est-ce que très franchement, en condamnant un jeune enfin, comme le disait très bien Laurence Rossignol, à 7 ans au lieu de 9 ans, est-ce que c'est ça la réalité du problème? On le voit actuellement et on en reparlera tout à l'heure avec le procès à propos du féminicide dont on parlera tout à l'heure. Mais ça touche au psychiatrique, ça touche à la personne qu'on a en face de soi. C'est pas un système de gravité de sanction. Et ce que j'ai dit hier, et je l'ai dit à 2 reprises, à la fois à la discussion générale et puis dans l'explication de vote, oui, je trouve que on prend les Républicains ont pris une responsabilité qui m'inquiète un peu parce qu'en fait, c'est de la surenchère en disant, bah oui, peut-être que le texte est pas solide sur le plan juridique, peut-être qu'on va se faire sanctionner par le Conseil constitutionnel, comme si l'argument du Conseil constitutionnel aujourd'hui ne tenait plus. Mais derrière le Conseil constitutionnel, c'est quand même l'état de droit. Et donc, ça veut dire quelque part qu'on renvoie la responsabilité de la non-action au Conseil constitutionnel. Et c'est comme ça qu'on fabrique finalement une critique sur le gouvernement des juges. Et c'est comme ça qu'on fabrique de l'antiparlementarisme aussi. Parce que l'opinion, elle ne va pas changer d'avis puisqu'on n'aura pas changé grand-chose. Elle dira, mais finalement, ces parlementaires, ils nous pondent des lois qui ne servent strictement à rien. Et donc, à quoi ils servent? Et j'ai même été plus loin en parlant de trumpisme législatif dans mon intervention. Et je le maintiens. Et je crois qu'aujourd'hui, au Sénat, depuis quelques semaines, on a une succession de PPL qui sont déclinées, qui sont inquiétantes en termes d'action parlementaire et de sérieux de l'action parlementaire. Moi, très personnellement, je ne reconnais plus le Sénat que j'ai connu depuis 2017, quand je suis arrivée. Sur ce sujet-là, vous avez ensuite lancé l'idée d'avoir au Sénat une délégation pour les droits de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir lancé pour être honnête, c'est pas moi qui l'ai lancé, parce que nombre de sénateurs la demandent, y compris parmi les rangs de la majorité. Mais parce que quand on voit le travail qui est fait à la délégation des droits des femmes, quand on voit le travail qui est fait à la délégation des collectivités territoriales ou à la délégation pour l'entreprise, il me semble qu'une délégation des droits de l'enfant permettrait d'aller au fond des choses et permettrait d'avoir des alertes régulières et un travail de proposition spécifique aux droits. Et je pense que très sincèrement, quelqu'un l'a dit d'ailleurs pendant le débat, c'était Agnès Canaillé qui avait été rapporteure sur la réforme du code pénal de la justice des mineurs. Elle avait dit il manque finalement un code pour les droits de l'enfant. Et je pense que c'est la prochaine étape et qui serait autrement plus positif quand même comme approche que simplement un code pénal. Marion, sur la suite du texte. Oui, les élus ont également ouvert la voie au prononcé de courtes et ultra courtes peines d'emprisonnement lorsque la gravité des faits et la personnalité du mineur l'exigent. Écoutez la sénatrice de la majorité sénatoriale, Marie-Claire Carrère-Gée, sur l'esprit de cette mesure. Pour certains mineurs, une ultra-courte peine, c'est une mesure protectrice qui permet de les soustraire à un environnement criminogène, mais aussi, et c'est essentiel pour les mineurs, de réaliser une évaluation approfondie de leur situation personnelle et de mettre en place sans attendre des mesures éducatives. Et puis, contre l'avis du gouvernement cette fois, le garde des Sceaux a rappelé qu'il fallait en moyenne 7 ans pour ouvrir une nouvelle prison. Écoutez. Ce que vous allez voter est inapplicable. Alors, la faute à qui? Avant d'enfermer des mineurs dans des lieux d'incarcération extrêmement privatifs de liberté et très difficiles, et je ne le refuse pas, je dis juste que je ne sais pas si ça fonctionne, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont déjà plaints par des gens qui sont en détention provisoire, notamment en matière criminelle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'on sorte des gens de détention provisoire en matière criminelle pour y mettre des courtes peines pour des gens qui ont fait des délits?
Députés et sénateurs devront désormais s'accorder sur une version commune du texte lors d'une commission mixte paritaire dont la date n'est pas encore fixée. Madame la sénatrice, on vient de l'entendre, on vient d'en parler de ces courtes peines d'emprisonnement pour certains faits graves. Est-ce que vous soutenez cette mesure ? Je crois que je veux dire, ça peut être intéressant. Certains pays l'appliquent, par exemple les Pays-Bas. Et d'ailleurs, je fais partie d'une mission d'information au sein de la commission des lois sur l'exécution des peines. Et c'est des éléments, et ça a été souligné d'ailleurs par le rapporteur, qui a demandé finalement peut-être d'attendre les résultats de notre mission d'information pour faire des propositions. Mais la proposition qui a été faite par la sénatrice, moi, me fait sourire parce que, en même temps, quand je pose la question à cette sénatrice de savoir si elle a déjà assisté à une audience d'assises pour mineurs, ah ben non, jamais. Et moi, c'est ce que j'ai fait remarquer. J'ai fait une immersion au tribunal pour enfants, j'ai fait une immersion au tribunal de Bordeaux, au SPIP, les services de probation et d'insertion. Et on se rend bien compte, en fait, ce que disait le ministre est juste. On a 650 places en centre éducatif fermé actuellement. C'est plein. Comment vous voulez qu'on applique une peine comme ça ? Donc des courtes peines, oui, des très courtes peines, oui, pourquoi pas, mais c'est avec un autre système d'incarcération et avec tout un écosystème autour de la justice des mineurs qui aujourd'hui n'existe pas. Un juge d'enfants pour 400 enfants aujourd'hui en France. Retenez ce titre, tout est dit là-dedans. Donc ça veut dire que même si ce texte entre en vigueur, pour vous, la justice n'aura pas les moyens de l'appliquer ? Mais bien entendu. Et en ce sens-là, le rapporteur avait raison. Et comme l'a dit quelquefois le garde des Sceaux, ça ne sera pas applicable. Donc voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une loi d'affichage. On se fait plaisir en soi-disant répondant à l'opinion, mais on n'a pas résolu le problème et on met tout le personnel et les professionnels de la justice des mineurs en difficulté. Je suis rapporteur au Sénat du budget de la protection judiciaire de la jeunesse. Je peux vous dire que l'élément central, et tout le monde était d'accord, et mon rapport il a été voté à l'unanimité. Donc un jour, en disant qu'on manque de moyens, un jour on vote à l'unanimité un rapport disant qu'on manque de moyens, et dans la discussion d'une loi, on oublie tout ça, et on dit non, mais il faut être plus sévère. Vous pensez que ce texte il passera le Conseil constitutionnel ? Non. Très sincèrement. En tout cas, si le texte en reste en l'état à la commission mixte paritaire, je ne vois pas comment il ne pourrait pas rester en l'état. Nous, on fera un recours parce qu'il y a des mesures qui sont inacceptables. Vous avez une date juste de la commission mixte paritaire ? Non, absolument. On suivra évidemment la suite de ce texte. Merci Marion, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va voir l'actualité dans votre département de la Gironde. Triste actualité, puisqu'on va parler du procès de Chahinez, cette jeune femme qui a été brûlée vive en pleine rue par son ex-mari. C'est Jefferson Desports, journaliste à Sud-Ouest, qui a une question pour vous à ce sujet. Bonjour Oriane, bonjour Laurence Harribey. Oui, c'est ouvert à Bordeaux lundi le procès du mari de Chahinez Daoud. Alors Chahinez Daoud, c'est cette femme qui en 2021 a été brûlée vive en pleine rue à Mérignac, à côté de Bordeaux, et sa mort avait ému la France entière. Laurence Harribey, il y a eu un Grenelle des violences faites aux femmes en 2019. Nous avons aujourd'hui des bracelets anti-rapprochement, nous avons des téléphones grave danger, et pourtant, une femme continue de mourir tous les 2 jours sous les coups de son compagnon. Que peut-on faire de plus ? Que peut-on faire de mieux sur ce sujet difficile ? Bonjour Jefferson. Ce qui me semble assez fort, c'est ce qu'a dit Laurence Rossignol, en fait. D'abord, je ne pense pas que ça soit simplement avec une législation répressive. Je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Moi, il se trouve que je travaille pas mal ces questions-là sur la Gironde et que je vois ce que font les magistrats, je vois ce que font les avocats, je vois ce que font les associations de défense des droits de la femme et de protection des violences contre les femmes. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que c'est un travail d'éducation, c'est un travail de fond, mais c'est violent, c'est très violent parce que les dernières déclarations
du mari de Shahnaz Daoud sont effrayantes. Et c'est ce que disait Laurence Rossignol dans l'extrait que vous avez choisi. Aucun regret. Aucun regret, comme s'il avait effectué une mission. Donc là, on n'est même plus dans la question du répressif. On est comme je le disais tout à l'heure, dans le psychiatrique et l'extrême gravité de ses propos. Bon, et on a l'impression que plus on en fait, plus on essaye d'être rigoureux, d'être sévère dans la répression, eh bien, tous les jours, on a le drame. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire que c'est à la fois un travail de sensibilisation, un travail de protection des femmes, être très sévère sur toutes les questions de harcèlement aussi, parce que c'est comme ça que ça commence, en fait. Hein. Avant le drame, il y a toute une succession d'événements qui sont inacceptables aujourd'hui. On regarde la une de Sud-Ouest, vous aurez peut-être envie de la commenter, c'est Alain Diani. La une de Sud-Ouest, Alain Diani qui quitte la politique. Il a été sénateur, d'ailleurs, pendant longtemps, engagé dans l'ancien président socialiste de la métropole qui renonce à la mairie de Mérignac. Vous voulez peut-être dire un petit mot ? Oui. Merci de me permettre de dire un mot là-dessus, parce que d'abord, moi, je suis pleine d'émotions avec cette nouvelle-là, parce que Alain Anziani, c'est quelqu'un que pour moi, c'est un mentor, quelque part. Il ne faut pas oublier que j'ai succédé à Alain Anziani au Sénat, parce que Alain Anziani s'était retiré en 2017 avec l'application du cumul des mandats. Et je trouve que c'est un homme d'une extrême dignité. Et je trouve que la dignité, ça manque en politique. Et à côté de cette dignité, c'est quelqu'un qui est d'une grande tolérance. C'est quelqu'un qui est dans l'écoute, c'est quelqu'un qui est dans la co-construction. Le voir partir pour des raisons de santé, je trouve que c'est à la fois digne, mais j'espère qu'on se souviendra toujours de son héritage. En tout cas, pour moi, c'est un mentor. Merci beaucoup, Laurence Harribey. Merci d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. On va continuer, on va accueillir notre prochain invité. C'est François-Xavier Bellamy qui nous rejoint.